Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, j'ai la chance de tester une pièce, je dirais presque historique, le tout premier 4 cylindres 4 temps de chez Yamaha, la Yamaha XS 1100 de 1979. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir un abonné qui est venu me prêter sa moto, une moto de collection, la Yamaha XS 1100 modèle 1979. Vous ignorez probablement tout de ce modèle, tout simplement car c'est une moto de collection. La Yamaha XS 1100, c'est la première tentative pour Yamaha de sortir une machine de grosse cylindrée en 4 cylindres en ligne. Et c'est d'ailleurs le tout premier 4 cylindres en ligne 4 temps produit par Yamaha. À l'époque, c'était Honda qui était surtout réputé pour ses 4 cylindres en ligne. Yamaha, dans les années 70, était encore surtout réputé pour les moteurs 2 temps. Ce moteur de 1100 cm3 4 cylindres produit 95 chevaux et franchement, même aujourd'hui, il est loin d'être ridicule. La machine par contre est lourde. Elle est donnée pour 255 kg à vide et il faut savoir qu'il y a un réservoir de 24 litres. Donc tout plein fait, on est plutôt près des 280-290 kg. Donc c'est vraiment lourd. La position de conduite est naturelle. On a les bras bien en face du guidon, on a une position avec le dos parfaitement droit. Par contre la moto est large, elle est extrêmement large, ce qui fait que bien que la selle soit assez basse, et en plus la selle est moelleuse, elle est confortable, et lorsqu'on s'assoit dessus, donc elle a tendance à s'enfoncer un peu, mais malgré ça, la selle est extrêmement large, ce qui fait que ça m'écarte les jambes, et lorsque je m'arrête, j'ai du mal à mettre les deux pieds par terre. Je peux facilement mettre un pied complètement à plat, l'un ou l'autre, je peux aussi relativement facilement me déplacer pour changer de pied et garder un appui optimum. Mais c'est clair que si vous êtes très petit, vous risquez de galérer un peu pour gérer le gabarit, le poids et l'encombrement de cette machine. Moi je rappelle, je fais 1m70 m. Donc à l'époque cette moto c'était un peu un fleuron technologique pour Yamaha. 4 cylindres en ligne, 1100 cm3, 95 chevaux, transmission par cardan. Donc franchement tout ce qu'il faut pour une grosse routière. On va d'ailleurs essayer de la mettre tout de suite sur l'autoroute. C'est une boîte à 5 rapports. Alors Yamaha ne proposait pas à l'époque de témoins de rapport engagé. Je sais que ça se faisait déjà à l'époque chez Suzuki, mais Yamaha ne le faisait pas. Allez, on accélère un peu. La moto en fait a un comportement hyper calme. On n'est jamais obligé de monter dans les tours et on a tout le temps suffisamment de puissance. Là vous le voyez, je suis à environ 115 sur l'autoroute et le moteur, je suis en 5e, je suis à 3500 tours, il n'y a pratiquement pas de bruit. C'est vraiment une moto confortable. Et bien que cette moto soit complètement ouverte, à vitesse légale, je suis pas trop gêné par le vent. La machine est équipée d'un pot Marshall. Et sur l'autoroute, on l'entend pas du tout. Allez, on sort de l'autoroute. Frein arrière, ça freine plutôt bien. Frein avant, ça ralentit tout à fait convenablement. Au final, cette moto, bien qu'elle soit de 79, elle a un comportement tout à fait moderne. Alors les rétros sont bien placés, mais ils sont pas très larges, ce qui fait qu'on a parfois un peu de mal à voir s'il n'y a pas quelqu'un dans l'angle mort. Allez, on accélère un peu. Wouhou! Donc à l'époque, cette machine, elle avait quand même des caractéristiques un peu hors normes. Donc un gros 4 cylindres en ligne de 95 chevaux, 1100 cm3, double frein à disque à l'avant, frein à disque à l'arrière, transmission par cardan. Franchement, c'était une machine assez valorisante, concurrente directe à l'époque de la Honda Goldwing.
Ces deux motos étaient des motos lourdes, avec une grosse puissance, ce qui à l'époque n'était pas du tout la norme, hein. À l'époque, il y avait beaucoup de motos assez légères, de petites cylindrées, il y avait encore des petites cylindrées de temps. Le but de ce genre de machine, c'était d'enquiller des bornes sur l'autoroute dans un confort tout à fait acceptable, pouvoir prendre un passager sans que la moto se retrouve en galère, et avoir tout le temps une réserve de puissance pour se faire plaisir avec des grosses accélérations. La moto telle que vous la voyez aujourd'hui n'est pas strictement d'origine, il y a quelques rares changements. Le plus visible, c'est le phare à l'avant qui a été remplacé par un phare classique rond, alors que d'origine c'est un phare en forme de rectangle. Et c'était un peu le point, je dirais, esthétique qui était décrié sur cette moto. Autre point esthétique, cette moto est dans un coloris bleu ciel, un peu couleur alpine. Ce n'est pas une couleur qui était proposée au catalogue à l'époque. C'est une couleur qui était proposée sur d'autres modèles de chez Yamaha dans la gamme XS, mais pas sur la 1100. Au point de vue technique, la modification la plus visible, c'est l'échappement. Normalement, ce moteur a un échappement avec double sortie, une de chaque côté. Et là, ça a été remplacé, vous le voyez, par un 4 en 1 de la marque Marshall. Tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de moins cher, c'est ce qu'on trouve le plus facilement pour ce genre de moto ancienne, et ça fonctionne plutôt pas mal. Là en ville, le bruit de l'échappement est tout à fait discret, on l'entend à peine. Lorsqu'on est en ville, hein, la position de conduite est vraiment bien, on voit parfaitement autour de nous. Le guidon a été remplacé lui aussi, et je pense qu'il est un peu plus large ou avec une courbure légèrement différente que celui d'origine. Et là donc moi, ça m'écarte vachement les bras, ce qui m'oblige à me pencher un peu vers l'avant. Le frein arrière est un gros frein à disque et franchement, en ville, il est nickel. Il ralentit la moto pile comme il faut. Ça l'arrête sans la déstabiliser. C'est vraiment impeccable. Une moto comme ça qui est pas loin des 300 kg. Vaut mieux éviter de perdre l'équilibre en utilisant trop le frein avant. Alors la boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse à 5 rapports et le propriétaire m'avait prévenu qu'elle avait tendance à faire des faux points morts. Et bah c'est tout à fait vrai. Allez, un petit dodane. Bon, les suspensions sont plutôt pas mal, hein. On n'est pas secoué dans tous les sens. Après, il faut garder à l'esprit que c'est une moto qui est typée confort, hein, pas du tout sport. Et en ville, le moteur donc tourne tout le temps à bas régime. Là, vous voyez, je suis à moins de 2000 tours. Je peux évoluer sur le ralenti ou sur un tout petit filet de gaz. Et si je réaccélère à 2000 tours, ça reprend sans aucun problème. Regardez, là, je suis à 2000 tours. Je réaccélère. Ça broute pas du tout. Ça reprend nickel. C'est extrêmement souple. On va essayer de faire un test de souplesse. Je vais me mettre en 5e. Et vous voyez, je suis en 5e à 30 km/h et ça broute un tout petit peu. Si je réaccélère cool, ça reprend. Et dès que je commence à remonter un tout petit peu plus haut dans les tours, à partir de 1500, il n'y a plus de problème. Donc franchement, pour un vieux moteur à carbu, c'est vraiment super souple. C'est plus souple que le Bandit 1200 que j'avais testé il y a quelques mois. Vous pouvez voir que c'est une route tout à fait standard, il n'y a personne. Je braque à fond et là vous voyez que l'angle est quand même sérieusement prononcé. Et ça braque au final plutôt bien, vu l'angle de dingue. C'est juste le poids qui est assez difficile à gérer pour moi, mais l'angle de braquage lui est très très bon. La moto est relativement maniable hein, malgré son poids, surtout dû à la taille des pneus en fait. Les pneumatiques, c'est des tailles qui ne se font plus vraiment sur les motos neuves. C'est du 19 à l'avant, du 17 à l'arrière. Et ce sont des pneus qui sont avec des tailles en pouces. De mémoire, ça doit être du 3,2 ou 3,5 à l'avant et du 4,5 ou 4,7 à l'arrière, je sais plus. Et franchement, c'est des tailles ridicules, hein. Si je devais faire une comparaison avec des tailles en millimètres, ça voudrait dire que c'est un pneu de quoi 100 ou 110 à l'avant.
et un pneu de 140 à l'arrière. Pour une moto aussi lourde et aussi puissante, ça fait 95 chevaux, hein, ça peut paraître ridicule de mettre des pneus aussi fins à l'heure actuelle. Mais je peux vous assurer qu'au final, la moto avec des pneus fins est juste largement plus maniable, c'est agréable et ça ne lui enlève absolument rien en performance ou en tenue de route. On retrouve pas mal de pièces, sur tout ce qui est pièces, je dirais, d'usure. On retrouve quasiment tout ce qu'on veut. Là où ça devient problématique quand vous restaurez une machine comme ça, c'est surtout l'accastillage, toutes les pièces vraiment de chez Yamaha, la décoration, les réservoirs, toutes les pièces vraiment spécifiques. Là, ça peut devenir compliqué. Mais sur tout ce qui est pièces d'entretien, les freins, les suspensions, tout ça, ça se retrouve facilement. Il y a quelques années, j'avais une XS 400 de 1979, elle aussi. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes vidéos, bah, allez sur ma chaîne, vous allez voir, j'ai fait à l'époque quelques vidéos concernant ma XS 400, surtout des vidéos d'entretien. Et c'était une machine que j'utilisais au quotidien, qui fonctionnait parfaitement. Et bien celle-ci, c'est un peu le même principe, sauf que bien sûr, c'est pas du tout la même motorisation. Là, on est sur une moto extrêmement lourde comparée à mon 400. Qui lui devait faire à peine 170 ou 180 kg. Ça reprend vraiment tout le temps, ça c'est génial, hein. Quand on monte un peu dans les tours, ça fait un bon petit bruit. On retrouve le bruit typique d'un 4 cylindres, hein. Si je me trompe pas, ce moteur est resté en fait en production pendant très longtemps chez Yamaha, car c'est lui qui a été réutilisé comme base de travail pour créer ensuite le moteur de la XJ 1100, de la FJ 1100, de la XJ 1200 et ensuite de la XJ 1300. Donc c'est un moteur, un refroidissement par air 4 cylindres qui est resté en production pendant très longtemps sur un grand nombre de machines. La moto que j'utilise aujourd'hui est de 1979 et elle totalise un peu plus de 80 000 km. Ce qui montre que dès la première tentative, Yamaha avait fait un moteur de très bonne qualité, très fiable. Allez, dans les virages, ça se comporte très bien. La moto est maniable grâce à ses pneus et son centre de gravité bas. Il n'y a personne, on réaccélère à fond et wouhou! Alors sur les grosses bosses, les suspensions sont quand même un peu limitées. La moto est vraiment lourde, hein. Allez, on reteste le frein. Frein arrière, ça stabilise bien. Frein avant, ça ralentit suffisamment. Franchement, pour une moto qui a 40 ans, le frein avant est plutôt pas mal. Je me souviens que sur ma XS 400, ça freinait beaucoup moins que ça. Hop. Et on va tenter un petit 0 à 100. Alors, je suis pas sûr de la précision du compteur, mais c'est pas grave. On est parti. Et bah franchement, ça pousse, hein. La moto est lourde, donc il n'y a pas une accélération hyper violente, mais on sent que c'est coupleux en permanence. Le moteur ne s'essouffle pas, même quand il monte dans les tours. Du bon matos, hein. Je ne comprends pas en fait l'intérêt des gens pour des machines néo-rétro neuves, alors qu'on peut trouver des machines d'époque qui coûtent largement moins cher, qui fonctionnent exactement de la même façon, qui ont des performances pratiquement identiques en tout point. Et en plus, avec une moto de collection comme celle-ci, si vous la gardez en bon état, vous ne perdrez jamais d'argent, car ce modèle voit, comme la plupart des motos de collection, son prix augmenter au fil des années. Alors par contre, bien que ce soit une moto qui à la base était conçue dans un but un peu tourisme routier, je trouve qu'il y a des aspects pratiques qui ont été assez mal conçus. Par exemple, l'espace sous la selle est clairement bordélique pour y avoir accès. C'est pas un accès rapide avec une clé, avec la clé de contact, c'est un système où on est obligé de démonter une espèce de vis. C'est franchement très chiant et très long. Il n'y a qu'une seule poignée pour le passager. Je sais pas pourquoi. Oh putain, non mais j'adore ce moteur. Je suis vraiment pas fan des 4 cylindres à la base, mais cette moto,
j'adore. Peut-être justement parce que c'est un moteur qui n'essaye pas de se donner un côté faussement sportif comme on a parfois sur certaines motos récentes. C'est un moteur qui reste relativement cool, mais il a de la force en permanence. On n'est pas obligé de monter dans la partie la plus haute du contour pour réussir à avoir des sensations. Pour se balader, cette machine, c'est du bonheur. Si vous êtes intéressé par cette moto, franchement, regardez vite sur Le Bon Coin ou sur les autres sites de vente pour vous en procurer une encore en bon état, car je pense que d'ici quelques années, ce modèle va devenir extrêmement rare et donc cher. Et au final, c'est surtout ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous achetez une machine de collection où vous ne perdrez pas d'argent et vous avez les mêmes performances qu'une machine récente. Le moteur est nickel. Vous avez un réservoir de 24 litres, ce qui fait que vous pouvez envisager de rouler quand même suffisamment loin. Bon, le moteur après, c'est pas comment dire ce qui se fait de meilleur en sobriété, hein. C'est un moteur qui consomme dans les 8 litres au 100. Donc même avec les 24 litres, vous n'allez pas faire le bout du monde. Mais sur l'utilisation de la moto, les commodos, bien qu'ils soient d'esthétique et le standard des années 70-80, tout est placé exactement comme ce serait sur une moto récente. On retrouve la plupart des commodos qui ont exactement la même fonction. Vous avez bien sûr feu de croisement, feu de route. Vous retrouvez même l'appel de phare. Les clignotants, c'est exactement le même fonctionnement que sur n'importe quelle machine récente. Donc franchement, vous n'êtes pas dépaysé. Vous avez une vraie machine de collection qui a un cachet et une authenticité bien plus élevée qu'une néo-rétro récente. Et en plus, même au niveau restauration et entretien, c'est pas une machine compliquée, c'est pas une machine qui coûtera très cher en entretien. C'est juste un 4 cylindres en ligne à carburateur, comme ça se faisait encore il y a une dizaine d'années. Donc n'importe quel garage est capable de vous faire l'entretien de cette moto. Les clignotants sont énormes, ils ont un look un peu abusé maintenant. C'est clair que aucune moto, même néo-rétro, ne mettrait des clignotants d'une taille aussi énorme. Mais ça lui apporte justement un côté authentique. Une fois qu'on a compris le mode d'emploi, la boîte de vitesse fonctionne plutôt bien en fait, hein. Faut pas hésiter à redonner des petits coups de gaz lorsqu'on redescend les vitesses. Prendre son temps et ne pas essayer de trop la brusquer, et ça fonctionne sans aucun problème. Comme je vous le disais, les suspensions montrent réellement très vite leur limite lorsque vous êtes sur une route avec des bosses, surtout l'arrière en fait qui a tendance à talonner. Cette moto démarre via un démarreur électrique, comme c'était déjà, je dirais, commun dans les années 70. Mais vous aviez aussi, si vous le désiriez, en secours, un kick. Mais c'est pas un kick qui était en permanence sur la moto, c'est un kick en fait qui est dans la trousse de secours et que vous pouvez installer si jamais vous êtes vraiment en galère de batterie. Le tableau de bord, j'en ai peu parlé, mais vous pouvez le voir, il est extrêmement simple, hein. Il a, je vous l'ai dit, un style rétro, style tout carré des années 80, fin des années 70-80. Vous avez la vitesse, le contour, tout à aiguille bien sûr. Vous avez une jauge pour le carburant, ce qui est plutôt pas mal et assez inhabituel à l'époque. C'était uniquement sur les motos un peu haut de gamme. Mais malheureusement sur celle-ci, la jauge ne fonctionne plus. De toute façon, sur toutes ces machines à carburateur, la plupart du temps vous avez encore des robinets de réserve. Petite différence par rapport à une moto moderne, les voyants qui indiquent que les clignotants sont allumés sont orange, alors que maintenant ils sont verts. Donc on a vu qu'en ville, cette machine était parfaitement à sa place. Il faut juste faire attention à la hauteur de selle et surtout à la largeur de selle qui pourrait faire que vous perdez un peu l'équilibre. Et avec le poids, ça sera difficile de la rattraper. Mais sinon, son moteur est parfaitement adapté, les suspensions fonctionnent parfaitement bien dans un environnement urbain. Hors agglomération, pareil, la moto fonctionne parfaitement bien. Son moteur a le couple, la puissance, tout ce qu'il faut pour que ce soit agréable. C'est la suspension qui là montre vite ses limites. Et sur l'autoroute, rien à dire. Vous pouvez enquiller des bornes et des bornes, partir en vacances, faire ce que vous voulez. Le moteur, pareil, avec sa cylindrée, sa puissance,
n'a aucun problème à vous emmener à des vitesses légales sur l'autoroute. Le confort est présent, vous ne vous fatiguerez pas. Vous pouvez prendre un passager qui sera lui aussi très confortablement installé sur cette énorme selle. Même le freinage est plutôt bon pour une machine de cette époque-là. Après, bien sûr, ce n'est pas comparable avec une machine récente, mais je peux vous assurer que ça ne fait pas peur. C'est un freinage tout à fait satisfaisant. J'ai connu des machines de cette époque-là qui freinaient beaucoup moins que ça. Il ne me reste plus qu'à aller rendre cette machine à son propriétaire, que je remercie encore. Si vous avez des questions concernant cette Yamaha XS de 1979, vous pouvez mettre tout ça dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à la partager sur les réseaux sociaux et à mettre un petit pouce vers le haut. Ça m'aidera beaucoup pour le référencement. Si vous souhaitez que je fasse le test de votre machine, que ce soit moto, voiture, vous pouvez me contacter. Les liens sont dans la description. Je rappelle que tous les tests que je fais sont toujours en collaboration avec mes abonnés. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un nouveau test. Ve à tous!